Bien, donc pour résumer, qu'est-ce qu'une entreprise en quelques mots? Et ici, on va prendre une définition relativement détaillée tirée du DICO du manager, édition du Node. Alors, le DICO, le dictionnaire, si vous voulez, du manager, nous dit qu'une entreprise est une structure économique et sociale. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein? Donc, il y a le côté économique, il y a aussi le côté social. On a dit que c'est une cellule sociale vivante, juridiquement autonome. C'est la raison pour laquelle on a dit qu'une agence bancaire n'est pas autonome et donc ce n'est pas une entreprise. Attention, lorsqu'on dit agence bancaire, ce n'est pas comme le cas d'agence d'affaires. Lorsqu'on dit agence d'affaires ou agence de voyage, c'est pas la même chose. Agence de voyage, c'est carrément une entreprise, mais la nature de son activité s'appelle comme ça. On l'appelle agence de voyage. Mais c'est une entreprise parce qu'elle est parfaitement autonome. Donc il ne faut pas se tromper sur le terme. Ce n'est pas toujours agence, ne veut pas dire automatiquement que c'est une unité qui n'est pas autonome. Non. Et donc le DICO nous dit que l'entreprise, c'est une structure économique et sociale, qu'elle est juridiquement autonome, qu'elle comprend une ou plusieurs personnes, hein, bien sûr des groupes, une ou plusieurs personnes, des groupes, et travaille de manière organisée forcément pour fournir des biens et services à des clients dans un environnement le plus souvent concurrentiel. Bien sûr, généralement, c'est sur un marché que ça se passe, où il y a le cas général de la concurrence. Cas de monopole, etc., reste l'exception. Et d'ailleurs, toutes les lois des pays libéraux, des pays dans lesquels il y a la liberté d'entreprendre, les lois luttent contre le monopole. Le monopole, normalement, dans un environnement libéral, sont interdits, sauf les cas autorisés par la loi, tels que les monopoles de l'État. Ouais. Mais le cas général, c'est la concurrence, et la concurrence est une excellente chose. Le bon Dieu a créé la concurrence dans la nature, c'est ce qui est naturel. Le monopole est anti-naturel. C'est la raison pour laquelle généralement ça ne marche pas. Le monopole marche pour une seule personne qui est le monopoleur, mais généralement il présente beaucoup d'inconvénients pour les utilisateurs ou les clients ou les usagers jusqu'à preuve du contraire. Alors elle peut être considérée à la fois comme un agent de la production qui combine des ressources, donc les ressources, comme on a dit, les inputs, et s'insère dans une chaîne d'activité qui veut dire un processus. C'est une entité sociale avec une dimension culturelle et rationnelle, on a dit des habitudes, des mœurs, des normes, des valeurs, et une réalité politique, dans le sens où il y a des syndicats, on peut avoir une présence syndicale, et donc un lieu d'échange, de négociation et même de confrontation. Hein, les syndicats vont faire en sorte à ce qu'ils luttent pour obtenir donc une amélioration des conditions de travail, des conditions de vie et des salaires des salariés. L'employeur essaye bien sûr de faire en sorte à ce que son entreprise reste compétitive sur le marché. Et donc c'est pourquoi il y a des confrontations, il y a de la négociation, on obtient des résultats. Là on arrive à la typologie des entreprises. Lorsqu'on dit typologie des entreprises, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs types d'entreprises. Quels sont ces types d'entreprises? Lorsqu'on a donné tout à l'heure des exemples, au début de cette leçon, on a donné des exemples. On peut immédiatement voir que il y a une infinité, il y a un grand nombre d'entreprises et une grande variété d'entreprises. Alors, et donc cette grande variété d'entreprises fait que ce n'est pas toujours
aisé d'appréhender la réalité du phénomène entreprise. C'est la raison pour laquelle, pour bien maîtriser et pour assimiler donc et comprendre ce qu'on entend par entreprise, il convient de recourir à des classifications. En effet, le concept d'entreprise s'applique à des organisations très différentes. Différentes par la taille, par le mode de fonctionnement et de gestion, par les structures juridiques, mode de fonctionnement, comment fonctionne l'entreprise, son système taylorien, système fordien, système, donc les systèmes modernes de management participatif, non? Les structures juridiques, on a des SA, on a des SARL, on a des sociétés en commandite simple, en commandite par action, des sociétés de personnes physiques, etc., par leur activité, toutes sortes d'activités, j'en passe. Et tout ça fait, si vous mélangez ça, vous faites le calcul des probabilités, vous allez trouver que le résultat sera bien sûr énorme comme entreprise. Donc pour mieux comprendre ce phénomène, il convient forcément de faire des classifications, donc des typologies pour voir quels sont les types qu'on peut avoir. Pour ce faire, alors forcément, on doit utiliser des critères qui permettent d'élaborer plusieurs typologies, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Donc on va prendre plusieurs critères pour arriver à faire donc des classifications. Chaque fois on va voir la réalité des entreprises d'un point de vue, d'un angle de vue différent selon le critère qu'on va utiliser. C'est-à-dire que les entreprises sont ce qu'elles sont. D'accord? Mais on va utiliser plusieurs critères pour les classer. Et donc, une entreprise va être classée selon le critère 1, le critère 2, le critère 3. Par exemple, imagine qu'on veut classer par exemple les étudiants d'une classe ou bien les élèves d'une classe. Donc on peut prendre les élèves sont ce qu'ils sont. Voilà, les élèves, on a par exemple on a 30 élèves dans une classe. Alors on va les classer par âge. Et donc X va être classé dans c'est pas moi, la deuxième catégorie par exemple en fonction de son âge. L'élève X. On veut aussi les classer par poids. C'est toujours les mêmes élèves, mais là, on va prendre un autre critère, cette fois-ci le poids. Là, notre élève, Monsieur X, va être classé dans la catégorie 3, par exemple. On veut les classer par sexe, masculin ou féminin. Là aussi, notre élève va être classé, par exemple, comme homme, donc masculin. On veut les classer par, je ne sais pas moi, la spécialité d'où est-ce qu'ils viennent. Qu'est-ce qu'ils ont comme brevet ou comme licence, ou comme baccalauréat, par exemple. Alors, on va trouver notre monsieur vient de la discipline économique ou de la discipline commerciale ou de la discipline scientifique, SVT ou autre. Donc, le même groupe d'élèves ou d'étudiants va être classé selon un critère donné. Les entreprises, c'est la même chose. Et donc, on a des entreprises, une grande infinité, comme on a dit, et on va les classer. Alors, on peut les classer selon le critère juridique, qu'on appelle juridique. Ce n'est pas toujours une bonne appellation, mais c'est une appellation consacrée, et donc on va la garder. On peut les classer selon le critère économique, et donc là, on va utiliser le critère de la taille, qu'on appelle aussi le critère de la dimension. Et on peut aussi les classer selon le secteur d'activité
dans lequel agissent ces entreprises. Bien, alors commençons. On va commencer par notre critère juridique. Le critère juridique, c'est quoi? C'est, et donc on va mettre dans l'ombre les autres critères. Oui, bien que c'est toujours la même réalité, mais classé différemment selon le critère qu'on utilise. Alors le critère, lorsqu'on dit juridique, il s'agit là de s'intéresser à la propriété de l'entreprise, c'est-à-dire à qui appartient l'entreprise. Donc on va se poser la question, qui a la propriété de l'entreprise? Dans ce cas, on peut trouver plusieurs types, trois grands types, si on veut. On a des entreprises qui sont privées, dites privées, les entreprises privées, les entreprises publiques et les entreprises semi-publiques, on dit aussi d'économie mixte. Les entreprises semi-publiques sont appelées des entreprises d'économie mixte. Alors détaillons ces différents types d'entreprises. Les entreprises privées, ils appartiennent à des particuliers. Il peut s'agir d'entreprises individuelles ou sociétaires. Donc ils appartiennent à des particuliers. Ça peut être des entreprises individuelles qui appartiennent à une seule personne, généralement une personne, bien sûr, des personnes physiques. On a beaucoup d'épiceries, de boulangeries, de vente de vêtements, magasins de coiffeurs, par exemple, sont des entreprises dites individuelles qui appartiennent à une personne donnée. Mais on a aussi des entreprises qui appartiennent à deux ou plusieurs associés. Et ces entreprises sont dites entreprises sociétaires ou encore tout simplement des sociétés. Les entreprises individuelles appartiennent à une seule personne, un seul individu qu'on appelle, retenez-le bien, qu'on appelle l'exploitant. Donc l'exploitant, c'est qui? C'est le propriétaire d'une entreprise individuelle. Les entreprises sociétaires ou bien les sociétés appartiennent à deux ou plusieurs personnes qu'on appelle les associés. Donc lorsqu'il s'agit d'une personne, lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, on va dire l'exploitant. Lorsqu'il s'agit d'une société, on va parler d'associés. Le nombre, bien sûr, d'associés peut varier de 2 à plusieurs milliers, voire à plusieurs millions. On n'exagère pas ici, parce que si vous prenez les multinationales, si on prend par exemple une société gigantesque comme Google par exemple, ou comme, c'est pas moi, IBM, ou comme Boeing, etc., on va trouver que ces entreprises sont cotées dans plusieurs bourses, et donc à New York, à Francfort, à Paris, à Tokyo, à plusieurs bourses, et dans chaque bourse il y en a des milliers et des milliers de gens qui achètent leurs actions, et en achetant des actions, donc on achète une part de l'entreprise, on est actionnaire et donc on est associé. C'est la raison pour laquelle on peut trouver qu'il y a plusieurs millions, vu le capital gigantesque de ces entreprises, comme on va le détailler dans les leçons à venir, lorsqu'on parlera des firmes multinationales par exemple, ou des groupes de sociétés. Donc il se peut qu'il y a des centaines, des milliers, voire des millions d'associés. L'objectif des entreprises privées est avant tout la réalisation de bénéfices, ce qu'on appelle aussi en économie le profit. Quoique dans la fiscalité on distingue les deux, mais ce n'est pas notre sujet. En économie, on considère le bénéfice et le profit comme étant deux synonymes. Donc l'objectif ultime et principal d'une entreprise, d'une entreprise privée, c'est de réaliser des bénéfices. Donc ici on a parlé des entreprises privées. Deuxième cas, on a dit c'est quoi? Bien sûr, sont les entreprises publiques. Les entreprises publiques, attention, on trouve dans beaucoup d'écrits, les entreprises publiques
appartiennent à l'État. Pas seulement à l'État. Ce qui est juste, c'est de dire qu'ils appartiennent au secteur public. Et lorsqu'on dit le secteur public, ça peut être l'État, ça peut être aussi les groupes de sociétés publiques, ça peut être également les collectivités locales, les collectivités territoriales. Les dernières lois plutôt parlent des collectivités territoriales. Ils visent à répondre à un besoin d'intérêt général. Dans ce cas, ils vendent leurs produits à un prix voisin des coûts de production. Donc, égal, un peu plus, un peu moins que les coûts de production, parce que dans certains cas, ils ne visent pas de réaliser de bénéfices. Mais ce n'est pas toujours vrai. On va trouver des entreprises comme l'OCP, comme Weiler Maroc, qui participent à l'économie du marché, comme n'importe quelle autre entreprise privée, Weiler Maroc par exemple, et ils vendent leurs produits en cherchant à réaliser des bénéfices. Et sur la question, vous allez me dire, mais est-ce que c'est le rôle de l'État de créer comme ça des entreprises et de viser le bénéfice? L'État a au moins un peu plus de 225 ou quelque chose comme ça d'entreprises et d'établissements publics. Une partie de ces entreprises représente une vraie charge pour l'État. Et donc il faut absolument qu'il y ait des entreprises aussi qui permettent à l'État d'avoir des bénéfices. C'est la raison pour laquelle dans beaucoup de pays, la production et la vente de tabac par exemple se fait avec des prix élevés, d'un côté parce que ce n'est pas indispensable et même nocif pour la santé, et donc les gens qui veulent acheter ce type de produit doivent payer un supplément, et ce supplément, ce bénéfice va permettre à l'État de couvrir les charges qu'il supporte de l'autre côté pour faire vivre d'autres entreprises qui visent en principe l'intérêt général et qui vendent leurs produits à des prix parfois inférieurs aux coûts de production, en tout cas voisins des coûts de production, comme le cas par exemple de l'eau, de l'électricité. Dans la plupart des pays, ces productions, lorsqu'elles sont assurées par l'État, se font à des prix même inférieurs aux coûts de production pour des raisons économiques et sociales. Et quand ils sont le fait du privé, là aussi l'État a un œil sur ces produits dits stratégiques. Bien. Donc, alors, voici une liste par exemple des entreprises publiques stratégiques. On va trouver les établissements publics stratégiques, la caisse de dépôt et de gestion, l'exemple au Maroc, c'est le bras financier de l'État. C'est un grand groupe de sociétés. On va revenir à la notion de groupe de sociétés dans la leçon à venir et on va expliquer ce que c'est. C'est un très grand groupe de sociétés publiques qui appartiennent directement ou indirectement à l'État. On va expliquer ce que c'est. Le Fonds Hassan II pour le développement économique et social, l'Agence nationale de la conservation foncière et du cadastre et de la cartographie, l'Agence nationale de la réglementation des télécommunications. Ici, une petite remarque, c'est que ce sont des noms propres et donc il fallait écrire toujours les premières lettres en majuscules. Par exemple ici, le Fonds Hassan II pour le développement des majuscules, E majuscule, S majuscule, l'Agence nationale de la conservation foncière des Muhafada al-Aqariya, etc. Il faut écrire ça, on commence par majuscule parce que c'est un nom propre. C'est comme Brahim ou Ali ou Mohamed, etc. Ça c'est pour des personnes physiques, mais là ce sont des personnes morales et ce sont des noms propres. Donc si vous voulez donner ces exemples, n'oubliez pas de mettre les premières lettres en majuscules. D'autres entreprises publiques stratégiques qui vendent leurs produits bien sûr, qui
souvent, bien sûr, ils cherchent à réaliser des bénéfices. C'est le cas de Rouaïler Maroc, de l'OCP, de Berid El Maghrib, de la Banque Centrale Populaire. La Banque Centrale Populaire, la Banque Populaire au Maroc, est un cas particulier dans les banques, parce que dans la Banque Populaire, on va trouver qu'il y a la Banque Centrale Populaire, une entreprise semi-publique, mais dans les principales régions du Maroc, on va trouver des banques populaires régionales, des banques populaires avec leur siège social, etc. Comme c'est un peu comme si vous dites des franchises qui sont sous le contrôle de la Banque Centrale Populaire, mais ils sont totalement privés. Le crédit agricole, le crédit immobilier hôtelier, le CIH, Morocco Financial Board, qui est chargé de CFC, Casablanca Finance City à Casablanca, qui est jusqu'à présent, jusqu'à 2020, il reste la place financière la plus importante de l'Afrique en termes de chiffre d'affaires, même s'il est plus jeune que ses concurrentes directes. Il est plus jeune que par exemple la place financière de Johannesburg en Afrique du Sud, qui était première à un moment donné. Il est plus jeune que la place financière du Caire, mais il est arrivé à les dépasser ces dernières années, je crois depuis 2016-2017. La holding, l'Omran, le fonds, etc. et j'en passe. Au décrit, on trouve que les entreprises publiques, ce sont des entreprises qui appartiennent à l'État. C'est une manière relativement facile de parler ou de définir, facile, disons, simpliste, de définir l'entreprise publique. En fait, c'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus compliqué que ça. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'entreprise publique appartient au secteur public. Et quand on parle du secteur public, alors là, on parle non seulement de l'État, il n'y a pas que l'État, il y a l'État bien entendu, il y a les collectivités territoriales et il y a aussi ce qu'on appelle les groupes de sociétés publiques. Donc une entreprise publique peut appartenir à l'État exclusivement ou à une collectivité locale ou territoriale exclusivement ou encore à un groupe de sociétés publiques exclusivement. C'est où? Elle peut également appartenir à l'État et aux collectivités territoriales, comme par exemple, je ne sais pas moi, je peux prendre l'exemple des eaux, par exemple. Les eaux de Heinsberg, par exemple, peut appartenir à la collectivité territoriale de Casablanca, comme il peut appartenir aux deux parties. Peut aussi trouver des entreprises dans lesquelles on va trouver les différentes plusieurs partenaires, les trois partenaires qu'on a ici. Donc ce n'est pas seulement l'État. Bien entendu, c'est principalement l'État, représenté par la trésorerie générale du royaume, ce qu'on appelle aussi le trésor public. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc une entreprise publique peut appartenir à l'État, aux collectivités territoriales et ou à un groupe de sociétés publiques. En principe, les entreprises publiques visent à satisfaire un besoin d'intérêt général. Et c'est dans beaucoup de cas, surtout les établissements publics, ce qu'on appelle les établissements publics. Dans ce cas, ils vendent leurs produits à des prix voisins des coûts de production. Ils peuvent aussi participer à l'économie du marché comme des entreprises privées. Et dans ce cas, ils vont vendre leurs produits en cherchant à réaliser des bénéfices, exactement comme le privé. C'est le cas par exemple du CIH. C'est une banque comme les autres banques privées. C'est le crédit agricole, mais c'est une entreprise plutôt semi-publique. Qu'importe, elle était publique pendant de longues décennies. C'est le cas de Rouaïler Maroc, de l'OCP, ce sont des entreprises publiques. Et donc, ils vendent leurs produits
en cherchant bien entendu à réaliser des bénéfices. C'est le cas aussi de la Régie des tabacs, avant sa privatisation, bien entendu. Hein. Donc on a au niveau des entreprises publiques toutes sortes d'entreprises, enfin plusieurs sortes d'entreprises publiques. Bien, voici ici des exemples. On a ici des exemples d'entreprises on a ici des exemples d'entreprises publiques. C'est-à-dire ici, ce sont des établissements stratégiques. Alors, on a par exemple la Caisse de dépôt et de gestion. C'est le bras financier de l'État, la CDG. Le Fonds Hassan II pour le développement économique et social. L'Agence nationale de conservation foncière, du cadastre et de la cartographie. C'est donc la conservation foncière, c'est l'agence on a également l'agence de la réglementation des télécommunications. Casablanca Finance City, c'est si vous voulez, le quartier financier de Casablanca, qui s'appelle comme ça, CFC. Pour l'occasion, il faut préciser que c'est la première place financière à l'échelle africaine depuis plusieurs années maintenant. Depuis, si ma mémoire est bonne, depuis 2016 ou 2017, elle a pu donc évincer la place de Johannesburg en Afrique du Sud, qui était la première place. Aujourd'hui, c'est CFC. Et donc ici, c'est, si vous voulez, c'est l'entreprise chargée de la gestion de CFC. On a également l'Amran, l'agence d'aménagement l'Amran, très connue dans le domaine de bâtiments et travaux publics, le Fonds marocain pour le développement, et j'en passe. Les entreprises semi-publiques. On dit ici semi-publiques. Est-ce que les entreprises semi-publiques, ce n'est pas tout simplement des entreprises demi-publiques, bien sûr, ou d'économie mixte? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce sont des entreprises où il y a le public pour 50%, le privé pour 50%, quelque chose comme ça? Alors, faites une pause et donnez votre réponse. La réponse est non. Lorsqu'on dit semi-public, ce n'est pas demi-public. Ce sont des entreprises tout simplement où le capital est partagé entre le public et le privé. Donc c'est partagé, mais pas forcément 50-50. Pas forcément 50-50, non, pas du tout. On va trouver tous les cas possibles et imaginables. On va trouver, comme on va le montrer, des cas où le public est dominant. Par exemple, 60% pour le public, 40% pour le privé. On va trouver aussi l'inverse. On va trouver des entreprises dans lesquelles le public a 30% par exemple et le privé 70%, etc. Donc, ce sont des sociétés qui appartiennent à la fois au secteur public et aussi à des particuliers, des personnes physiques ou morales. Les deux parties partagent la responsabilité de la gestion et les bénéfices réalisés à répartir. Cette forme d'entreprise est généralement due à la volonté de l'État d'encourager le privé en s'associant avec lui. Donc à un moment donné, par exemple, l'État marocain s'est lancé dans plusieurs entreprises en s'associant avec le privé, parce que le privé, par exemple, à un moment donné, le privé marocain ne pouvait pas à lui seul lancer une entreprise comme la Somaca, par exemple, la Société marocaine de construction automobile. Donc l'État va s'associer avec le privé et donc l'État
Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il encourage le privé en lui présentant un certain nombre donc de garanties. La meilleure garantie, c'est que l'État participe et donc la main met sa main avec dans la main du privé pour lancer par exemple ce type de projet. Et comme ça, beaucoup de projets grandioses ont vu le jour grâce à ce partenariat public-privé. D'ailleurs, on parle de partenariat public-privé, PPP. Alors, donc, c'est une association entre le public et le privé. Ça peut être, bon, on a dit ici l'État, mais ça peut être aussi, encore une fois, les collectivités locales, ça peut être aussi l'État à travers un groupe de sociétés publiques. On verra ultérieurement qu'est-ce qu'on entend par groupe de sociétés dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Regardez par exemple ce document que j'ai pu tirer des documents qui accompagnent annuellement les projets de loi de finances. Ici, c'est le document qui accompagne le projet de la loi de finances 2017. On va jeter aussi un coup d'œil sur le rapport. Ça s'appelle le rapport sur les entreprises et établissements publics. Hein, et c'est un rapport donc annuel sur l'État. C'est un excellent travail qui fait donc le tour d'horizon de la réalité des entreprises et des établissements publics au Maroc. Et donc je vous recommande de télécharger ces rapports. Ce sont des rapports qui sortent tous les ans et qui accompagnent la présentation du projet de la loi de finances. Alors j'ai pris ici 2017, je dispose bien sûr du document comme on va le voir qui accompagne la loi de finances 2021, mais j'ai pas trouvé là un document comme ça, synthétique, disons pédagogique. Et donc je prends d'autant plus que ces chiffres très probablement n'ont pas beaucoup changé pour ces entreprises. Ça ne veut pas dire que ces chiffres sont immuables, loin de là. Non, ce sont seulement, ce que je dis, c'est que certainement ça n'a pas trop changé, mais bien sûr ce sont des chiffres qui évoluent. Parce que l'État, comme on va le constater, cède des parts au privé. Il peut aussi racheter certaines entreprises. C'est comme ça que ça se passe. Bien, donc ici on a par exemple ADER, l'agence de dédensification et de réhabilitation de la ville de Fès. Elle appartient à 100% à qui? Au Trésor. Donc ici, c'est la participation directe du Trésor. Participation, le Trésor c'est qui? C'est la trésorerie générale du Royaume. C'est le caissier de l'État, si vous voulez. Donc c'est tout simplement l'État. Et donc 100%, la participation donc publique, c'est 100%. Par contre, si on voit ADM, c'est-à-dire la Société nationale des autoroutes du Maroc, qui gère les autoroutes du Maroc, c'est une entreprise publique, puisque elle est dominée par les intérêts publics à quasiment 100%. Donc ici, on a la participation de l'État à travers le Trésor, donc c'est la participation directe, représente 68,49%. Alors que la participation publique tout entière représente 98,93%. Quelle est la différence? La différence ici, 98 contient bien entendu ce chiffre-là, y compris, donc 98, c'est y compris 68,49. C'est-à-dire que ici, on a une participation directe de l'État, des actions qui appartiennent directement à l'État à travers la trésorerie générale du Royaume, et on a aussi une autre part qui appartient donc indirectement à une entité publique, par exemple la CDG. La CDG appartient à l'État
Et donc, une part, c'est pour l'État, une part, c'est pour, par exemple, la CDG ou un autre organisme public. Alors, le total des deux parts nous donne la participation publique. Et vous imaginez bien qu'on a donc différents cas. Voici une entreprise semi-publique, Aga Ingénierie, où l'État n'a que 24,27%, soit environ le 1/4. Donc les 3/4 appartiennent au privé. Voici donc une entreprise dominée par le privé. Bien entendu, si on cherche son histoire, il se peut qu'on trouve qu'auparavant, elle était dominée par les intérêts publics et que l'État donc cède des parts jusqu'à ce que le taux est ce qu'il est. Il va très probablement évoluer dans le futur. Ici, on a notre cas, c'est Asma Invest, où l'État, seulement l'État, détient 50%. 50% qui reste, bien sûr, c'est pour le secteur privé. Et donc ici, c'est une filiale commune, une part pour le public, une part pour le privé, une entreprise semi-publique. Mais c'est rare qu'on a ce type de taux de 50%, 50%, sauf si de l'autre côté, on n'a pas une personne, peut-être plusieurs, parce que ça risque de poser des problèmes au niveau des voix. L'une des solutions qu'on fait, c'est que le président ou le PDG, ça peut être aussi le président du conseil d'administration et en même temps directeur général, on peut lui donner double voix au niveau du conseil d'administration pour que les décisions ne soient pas bloquées. Mais c'est un autre débat. Barid El Maghrib, également une entreprise, vous voyez bien, 100% appartient à l'État. Qu'on constate ici une petite remarque, le sigle de cette entreprise publique, c'est BAM. C'est dommage qu'ils ont choisi, c'est vrai, c'est Barid El Maghrib, mais BAM, c'est un sigle très connu pour Banque El Maghrib. Quand on voit BAM, on comprend que c'est Banque El Maghrib. Mais on ne pense pas que c'est Barid El Maghrib. Donc Barid El Maghrib est venu beaucoup plus tard que Banque El Maghrib. Bon, je parle de Barid El Maghrib en tant que Barid El Maghrib en tant que société donc publique. Auparavant, c'est vrai, ça s'appelait les PTT ou autre chose, mais la dénomination Barid El Maghrib est récente et donc il fallait faire preuve d'ingéniosité, de créativité et, je ne sais pas moi, prendre un sigle différent de BAM. Je ne sais pas moi, ajouter une lettre par exemple, ou BAM Maghrib, ou je ne sais pas moi, en tout cas, éviter donc d'utiliser un sigle déjà utilisé, un sigle déjà connu, très populaire, et donc on le reprend même si Banque El Maghrib est public également. En tout cas, je ferme cette parenthèse. Biopharma, également une entreprise publique, mais là c'est semi-public à dominance privée et à dominance publique, puisque directement 75%, le public c'est 75% plus une autre part, et donc ça fait 87%, donc dominé par le public. Et ici on a dit qu'il est dominé par le privé. On a également une autre entreprise, d'autres entreprises, donc comme Diyar Medina, seulement 16% pour l'État, mais une bonne part pour d'autres personnes de droit privé. Bien, ici sont les autorisations de création de filiales et de prise de participation accordées dans le cadre de la loi donc relative au transfert des entreprises publiques au privé. Et donc on voit bien que pour 2015, il y a eu un certain nombre d'autorisations qui ont été accordées, par exemple à l'ONSF, pour la création d'une institution de formation ferroviaire, et ainsi de suite, donc avec des pourcentages très variables.
avant de faire la suite, on va jeter un coup d'œil. Par exemple, ici, c'est le rapport qui accompagne la loi de finances, la loi de finances 2021. Et le rapport s'appelle rapport sur les établissements et entreprises publiques. Certaines, on ne va pas le détailler, mais la composition du portefeuille public, l'évolution portefeuille public, la répartition du portefeuille public par catégorie, etc., etc. Donc, beaucoup de détails aussi intéressants les uns que les autres. Des annexes, comme ici à la page 90, la liste des entreprises publiques, hein, la liste des entreprises, pardon, des établissements et des entreprises publiques. Voici une liste de ces entreprises et des établissements donc marchands. On a ici 71 entreprises ou établissements. On a 26 établissements publics. Donc, comme l'Agence nationale de conservation foncière, comme l'Agence nationale des ports, comme l'Agence de l'aménagement du site de la Laguna de Marchica, qui se trouve tout près de Nador, dans le nord de la vallée de Bourgreg, à Rabat, et ainsi de suite. Donc, la MAP, l'Agence marocaine de presse, l'ONSF, chemin de fer, l'ONADA, l'Office national des aéroports, l'ONE, électricité eau potable, et j'en passe bien sûr, l'Office national des pêches, toutes les régies autonomes de distribution d'eau et d'électricité. On a pratiquement 12 dans 12 villes. Alors voilà un exemple d'entreprise publique, mais dominée souvent ici par les collectivités territoriales, bien sûr avec l'État. Et puis après d'autres, bon, les autoroutes du Maroc, Tisalat al-Maghrib, l'Amran, Idmej Sakan, enfin beaucoup d'entreprises, le groupe OCP qui sont connus, et d'autres bien sûr qui le sont moins, hein, Royal Air Maroc, Compagnie nationale de transport aérien, Royal Air Maroc, etc. Et donc je passe toute une longue liste. Et puis après on a des institutions financières publiques qui sont au nombre de 10. 2 établissements publics, la CDG, le bras financier de l'État, et le FEC, le Fonds d'équipement communal. Le Fonds d'équipement communal, comme peut-être vous le savez, c'est un fonds qui prête des fonds, qui prête de l'argent à des collectivités locales, bien sûr. Bon, il est fait pour ça. Donc, c'est pratiquement toutes les villes du royaume ont des crédits envers, ont des emprunts auprès du fonds d'équipement communal. Et ainsi de suite. On a 8 sociétés anonymes. Asma Invest, Barid al-Maghrib, Crédit Agricole, bon, Maroc Lire, le dépositaire central, hein, Maroc Lire, la SMAIEX, la société marocaine d'assurance à l'exportation, et ainsi de suite. Donc toute une longue liste non marchands, les établissements non marchands, trop nombreux bien sûr, ce qui montre que le rôle c'est surtout d'intervenir pour l'intérêt, pour répondre à des, si vous voulez, des préoccupations d'ordre d'intérêt général, comme l'ANAPEC par exemple, que vous connaissez très probablement, ou encore l'Agence nationale de l'assurance maladie, ou l'ANZOA par exemple, qui vise à développer les zones oasiciennes et de l'Arguenier, qui agissent surtout au niveau du sud du Maroc et de l'oriental.
la suite. Donc on a toute une longue liste. Je vous laisse le loisir de voir ça. Alors ici dans le rapport qui a accompagné la loi de finances 2021, il y a une chose intéressante, c'est l'annexe 3 qui nous donne le bilan de la privatisation depuis jusqu'à fin septembre 2020. On ne peut pas trouver ni une information aussi concentrée que ça. Depuis le début de la privatisation, donc en février 93, avec la grande pompe de la société Soders, qui était qui est une société de fabrication de levure pour l'export, donc les parts cédées. Et puis après, on va voir que l'État va céder à plusieurs reprises, comme ici pour la CTMLN. Par exemple, une première cession a eu lieu en juin 93, 40%, qui rapportait 94 millions de dirhams. Une autre part cédée en juillet, 35%, et ainsi de suite. C'était MLN, auparavant c'était deux entreprises publiques qui ont fusionné, la compagnie de transport marocaine et les lignes nationales, devenues CDMLN. Petrom également a été privatisé. Sior, c'est surtout c'est une entreprise qui a été privatisée en 93. Sior qui fait la fabrication de ciment, c'est la cimenterie de l'Oriental dans la région de Oujda. Là aussi, on va trouver donc des cessions réparties donc à plusieurs reprises. La CTMLN qui va devenir et qui reste toujours maintenant la CTM tout simplement. Shell également, l'État a vendu ses parts dans Shell, etc. Sofa Crédit, et j'en passe. Il y a beaucoup d'informations sur l'historique de la privatisation, des privatisations. Fertima, qui était une filiale de l'OCP, etc. La Somaka, donc qui a été privatisé, il a été vendu à la multinationale Fiat, puis après il a été racheté par Renault. Aujourd'hui c'est une filiale de la multinationale Renault, de la régie Renault française. Tisalat al-Maghrib à plusieurs reprises, comme vous voyez ici. Donc plusieurs parts. À chaque fois l'État vend une part. Même si c'est 4% par exemple ici, ça paraît petite part, mais comme la société est trop importante, en tout cas à l'échelle marocaine, alors ça rapporte quand même quelque chose comme 4 milliards de dirhams, 571 millions de dirhams, et ainsi de suite. Donc, on va jeter un coup d'œil sur quelques cas d'entreprises publiques. Par exemple, ici, c'est le groupe Société Nationale des Autoroutes. Donc c'est un groupe, le sigle c'est l'ADM, et on a qui représente la maison mère, il a certainement des filiales, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il agit bien sûr au niveau des autoroutes. Alors ici on voit bien que la participation directe de l'État c'est 68%, la participation du public, c'est-à-dire la participation totale, c'est 99%. Pourquoi? Parce que la trésorerie générale a 68%, d'autres acteurs publics ont 31%. Le total fait 99%. On a beaucoup d'informations sur cette société. Autre exemple, mais cette fois-ci c'est l'Agence nationale des ports, pour un capital de 9 milliards de dirhams. Alors c'est un établissement cette fois-ci public. Il agit bien sûr au niveau donc de la commercialisation de certains services au niveau des ports. Et là on va trouver donc le nombre du personnel, etc. en 2017, 2018, 2019 et d'autres informations. Donc, je crois qu'on a fait le tour de la question des entreprises publiques. Donc, vous voyez bien que c'est une réalité relativement complexe, en tout cas, plus complexe qu'on ne peut l'imaginer à première vue.
On passe maintenant aux critères économiques, critères de la dimension.